Je vous le disais donc, on va essayer de débriefer ensemble cette dernière heure du mercato qui arrive. N'hésitez pas à me dire dans le chat, parfait Nizar qui me dit qu'on entend bien, Nizar qui était l'un des derniers vainqueurs d'ailleurs du quiz, je te salue. Écoutez, on a un petit peu moins d'une heure pour essayer d'être le plus à cheval sur tous les derniers transferts qu'il vient d'avoir en Italie, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. J'en ai noté là sur les 2 dernières heures, et pourtant j'ai quand même l'impression qu'on va être un peu dépassé par les événements. N'hésitez pas à me dire, vous, le nombre de transferts que vous avez vus et ceux pour lesquels vous avez envie qu'on en parle. Salut à toi, Timo. Eh bien, écoute, moi ça va très bien. Dernière heure du mercato. C'est assez fou hein, ce qui est en train de se passer. Il y a des gros transferts, d'autres qui me surprennent un peu plus. Là, le premier duquel j'ai envie de vous parler, c'est celui d'Ademola Lookman. Ça vient de s'officialiser. Il part à l'Atlético Madrid. C'est un transfert qui est étonnant parce que je m'attendais à ce qu'il parte. Pendant un moment, on espérait peut-être qu'il reste en Italie. Il y a le Fenerbahçe qui s'est positionné aussi au dernier moment. Et au final, c'est à l'Atlético Madrid qui part. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est la vraie question que je me pose. Raspadori est revenu après 6 mois. Là, il va être en concurrence avec Julian Alvarez, avec le fils de Simeone, dans une équipe réputée quand même assez défensive, même si ça joue quand même au ballon à l'Atlético. Je me demande vraiment, je suis très curieux d'avoir votre avis dans le chat sur qu'est-ce qu'Ademola Lookman va devenir en fait tout simplement dans cette équipe de l'Atalanta. Je suis allé vous chercher, j'ai essayé de remplir ma part du contrat, je suis allé vous chercher les nouvelles compos, ou tout du moins ce à quoi ressembleraient ces nouvelles équipes. Théoriquement, ça devrait s'afficher sur votre écran maintenant, le nouveau visage donc qu'aurait cette Atalanta, avec, bah, vous allez le voir, Raspadori qui vient remplacer numériquement justement Ademola Lookman, et ben, plus justement de l'international nigérian. Euh, Nizar qui nous dit peut-être que Simeone part comme prévu pour l'an prochain, ça peut être différent pour Lookman. Beau travail, nous dit Dragout. Alors, est-ce que tu dis beau travail qui se renforce? Ouais, Dragout, on va en parler des équipes qui se renforcent dans quelques temps. Mais bah ouais, l'Atalanta, du coup, ce nouveau visage-là. Et alors, c'est sûr que si Simeone part, Nizar, t'as raison de le souligner. Peut-être que on va dire, la note sera un peu différente pour Ademola Lookman. Mais des joueurs avec un potentiel offensif qui signent à Atletico et qui, 6 mois ou un an après partent, on en a eu beaucoup. Après, si ça devient une superstar comme il l'a été à l'Atalanta, on peut que en être ravi. Je suis en train de vous préparer la prochaine vidéo YouTube qui va sortir dans quelques jours et qui se consacre à l'Odyssée des clubs italiens en Coupe d'Europe. Et forcément, je suis reparti dans les traces de la victoire finale de l'Atalanta en Europa League. Et c'est vrai que Lookman, à ce moment-là, c'était vraiment l'homme à tout faire dans l'Atalanta de Gasperini. C'était un joueur extrêmement important. Il y a évidemment ce triplé en finale, mais d'une manière générale, c'était un joueur ultra décisif. Et j'espère qu'il va réussir à retrouver ce rôle à l'Atlético. C'est vrai que là, il y a le départ de Simeone, mais il y a aussi le probable départ de Antoine Griezmann. J'avais pas pensé à ça, mais ça fait partie des joueurs qui s'en iront peut-être aussi avec le temps. Timo qui me dit tu supportes qui? Alors moi les gars c'est pas compliqué, les gars et les filles d'ailleurs, je ne sais pas qui me regarde, n'hésitez pas à vous présenter. J'ai grandi avec l'AC Milan de Pippo Inzaghi et c'est ce joueur qui m'a fait aimer le foot de 1, et ensuite l'AC Milan du coup qui a été la première équipe que j'ai regardée. J'ai une attache pour ce club, mais j'espère que j'arrive à le faire avec ces débriefs et ces formats longs ou courts sur Calcio Théo, d'être le plus objectif et neutre possible dans la fonction de journaliste sportif que j'exerce aujourd'hui. Bon courage avec Simeone, tête brûlée Lookman, nous dit Dragout. Ouais, peut-être qu'il y a une question de comportement, hein. C'est vrai avec Juric au début de saison, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'altercation face à Ivan Juric quand il sort face à l'OM, le joueur nigérian, ouais, ça s'était frité, on peut le dire ainsi. Visiblement avec Paladino, on peut pas dire que le courant est très très bien passé, ou alors il avait déjà la tête ailleurs. C'est quand même un joueur qui devait partir aussi hein, cet été, c'est vrai qu'il faut quand même le préciser. Salut Garlic, hâte d'écouter ton avis sur les derniers mouvements du mercato. Bah, merci à toi, merci d'accepter de passer cette petite heure dans la journée avec moi, ça fait plaisir d'avoir ton commentaire. C'est vrai que du coup pour Lookman, quand il était revenu donc, dans ce nouveau projet de Paladino, on sentait qu'il n'était pas forcément dedans. Il y a un départ quasiment à 5 millions d'euros près qui se fait pas à l'Inter cet été, faut pas l'oublier. Et derrière, il est revenu, il a marqué à certains matchs importants. Je crois qu'il marque face à l'AC Milan d'ailleurs. On peut me poser la question sur le club que je supporte. Mais voilà. Alors si tu me dis on n'aurait absolument pas dit que je suis supporter de l'AC Milan, ça montre que je fais pas trop mal mon travail, donc c'est plutôt appréciable comme retour. Même avec Osimhen à la canne, il s'est frité, nous dit Dragout dans le chat. Ça je savais pas pour le coup l'info sur le Nigeria, et peut-être que ça a pété aussi en interne. Ouais, c'est pas faux, hein. En tout cas, c'est un joueur qui a traversé 6 mois et un été un peu compliqué. Ça c'est
le seul truc qu'on peut dire, et puis on peut que espérer, même s'il est plus en Serie A pour la deuxième partie de cette saison, qu'il explose avec l'Atlético. C'est un joueur tellement talentueux qui a montré dans des grands matchs que c'était vraiment quelqu'un de capable de porter une équipe, donc on peut que lui espérer. Salut à Shadow qui nous rejoint aussi. Tu regardes le foot en dehors de la Serie A, Timo? Ouais, franchement, oui. J'ai la chance de bosser dans d'autres rédactions à côté de ce que je fais avec Calcioteo depuis 1 an et demi. Donc, ouais, j'ai la chance de bosser sur pas mal de championnats, pas mal de sports différents. Donc, oui, évidemment que j'essaye de me faire le maximum d'autres championnats, mais ma priorité chaque week-end, ça reste la Serie A. Déjà pour vous faire des débriefs objectifs, et puis aussi par passion pour ce championnat, parce que j'ai des origines là-bas. J'ai la moitié de ma famille qui est sarde. C'est aussi pour ça que j'ai aussi un œil attentif sur les performances de Cagliari. Euh, ok, ben Darou qui nous partage le lien, le craquage d'Osimhen. Ben, je vous invite à le lire, les gars, si jamais ça vous intéresse. Osimhen aussi, c'est un caractère très, très étrange. On l'avait vu à Naples. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est pas faux, Sanizar, ça avait chauffé entre Osimhen et Conte. Alors c'était encore autre chose parce qu'il y avait eu une mise au vert qui n'était pas bien passée. Et puis Antonio Conte, à cette époque-là, il n'avait pas changé. C'est-à-dire qu'il l'avait complètement écarté du projet. Osimhen, il s'entraînait même plus, il était à part. Je crois que ça avait fini comme Mauro Icardi à l'Inter, hein, dans mes souvenirs, hein. Osimhen part vraiment. Je crois même qu'il part après la fin du mercato parce qu'ici en Italie, il va se terminer à 20h. Mais je crois que la Turquie laisse un peu de marge. Et je crois que quand Osimhen s'en va au Galatasaray, il ne peut plus rebondir ailleurs en Europe et c'est vraiment sa dernière porte de sortie entre guillemets et Conte de toute façon comptait pas le réintégrer. Donc c'est vrai que c'est un cas qui est un petit peu similaire. Est-ce que Milan peut gagner le Scudetto? Alors là c'est une très vaste question, messieurs dames, je sais pas. Honnêtement, une saison qui est encore une fois hyper intéressante à suivre cette saison en Italie. Factuellement, on va pas se mentir, l'Inter est vraiment parti comme étant l'équipe la plus régulière, comme la saison dernière, où ils ont été quand même, on va dire, plus constants à un moment donné dans leur saison, et ils ont eu une toute petite méforme en fin de saison justement, où là le Napoli est revenu tout de suite dans le bain, et aussi parce qu'on avait un Napoli qui jouait aucune compétition européenne toute la saison, alors que l'Inter est allé jusqu'en finale de Ligue des Champions. Bah, on a tendance à retenir le 5-0 face au Paris Saint-Germain, mais c'est une équipe qui a laissé des plumes quand même avant, une demi-finale hyper éprouvante face au Barça. Et en fait, il y avait un déclin de partout. Simone Inzaghi sur la fin. Bref. Et bah là, cette saison, j'ai l'impression que ça se reprofile pareil. Alors, on ne sait pas comment ça va finir pour l'Inter, mais en tout cas, toutes les victoires de champion qu'il faut faire cette saison, l'Inter les fait. Des victoires 1-0 à domicile ou à l'extérieur, tous les matchs difficiles face à des promus, des équipes du milieu de tableau. L'Inter fait exactement ce que l'AC Milan n'est pas capable de faire cette saison, et ça se voit bah, d'ailleurs mathématiquement, hein, tout simplement, on va pas se mentir, c'est comme ça que l'Inter a, je crois, 8 points d'avance avant le match de l'AC Milan. Demain, ils jouent en décalé d'ailleurs à l'AC Milan, si vous vous demandez pourquoi. C'est pour laisser reposer les équipes qui ont joué jeudi leur dernier match en Europa League. Bah, l'AS Roma joue ce soir l'Udinese parce qu'elle était en train de se qualifier dans ce top 8. Et puis Bologne a été aussi en Europa League, donc c'est pour ça que c'est un petit peu décalé. Ils ont le meilleur entraîneur du monde, mais c'est pour l'Inter le Scudetto, nous dit Dragout. Franchement, on va pas se mentir, oui. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Alors peut-être que, voilà, on est le 2 février, ça changera avec le temps, mais pour moi, l'Inter est vraiment le favori qui s'est dessiné le plus clairement sur ses premières parties de saison. Même si le Napoli a pris un peu la tête, la Roma l'a été aussi un peu, l'AC Milan aussi. Au final, tu te rends compte que l'équipe qui a été la plus régulière, c'est l'Inter, et donc j'ai quand même tendance à vous dire que c'est cette équipe-là qui va aller chercher le Scudetto. En parlant de l'AC Milan, c'est vrai que je ne vous l'ai pas mis dans les équipes parce que ça a vraiment pas du tout bougé pour les Rossoneri. Mateta s'est tombé à l'eau tout à l'heure, c'est Di Marzio qui relançait l'info. Alors Mateta, de toute façon, ça aurait été compliqué parce que déjà, tous les transferts qui sont en train de se boucler là en une petite heure, il faut très souvent que l'un médecin ou une délégation du club se déplace bah, à l'endroit où le joueur joue parce que sinon, les clubs ils font pas l'effort. Et bah, pour Mateta, c'était typiquement ça. Il était parti à Londres et visiblement la visite médicale, elle a pas abouti et donc Mateta c'est terminé. Et puis oui, franchement, Nizar, ton commentaire il est très juste. Moi j'avais du mal à comprendre pourquoi est-ce que l'AC Milan voulait se positionner sur un attaquant, sachant qu'il y a 100 millions d'euros qui ont été investis depuis 1 an maintenant à des postes offensifs à l'AC Milan. Il y a eu
Il y a eu Jiménez, il y a eu Nkunku, il y a eu des ventes aussi, il y a eu le prêt de Füllkrug, et donc là se rajouter un nouveau nom. Camarda pour moi c'est pas encore fait à Lecce, hein. Je vous en avais parlé dans un des derniers mercato, dans une des dernières vidéos mercato, mais pour moi il n'a pas bougé à Lecce, de Lecce. Camarda, ça devait se faire pendant un moment, alors faut quand même préciser, je l'avais dit dans la vidéo d'ailleurs dans le débrief mercato que j'avais fait sur Calcio Theo, il s'est blessé à l'épaule l'italien et c'est une absence très longue, donc en fait s'il revenait à Milan sur la deuxième partie de saison, c'était plus pour se remettre en forme à Milanello au moins jusqu'à mars et revenir potentiellement en avril ou en mai pour la toute fin de saison. Mais dans tous les cas, Francesco Camarda, peu importe le maillot, on va pas le revoir avant un petit bout de temps. Donc c'est pas certain qu'il pour là visiblement sur les dernières heures ça il va rester à Lecce sur la deuxième partie de saison, mais dans tous les cas c'est pas certain qu'on le revoie jouer avant un bon bout de temps avec une équipe en Serie A, peu importe laquelle d'ailleurs. Oh, il est temps d'éclore, faut être patient, hein, je pense. Messieurs, faut être vraiment patient, hein. C'est un joueur qui est tellement jeune, qui a montré tellement de belles choses. Je pense que dans les cracks italiens, ça fait longtemps qu'on avait plus un nom comme ça, qui dure, dont on parle depuis très longtemps, qui a vraiment tout pété avec les jeunes, qui a été très performant avec la Primavera, très performant avec les jeunes en Italie aussi, qui a eu sa chance avec Paolo Fonseca dans un AC Milan qui était complètement morose. Là, c'est un prêt difficile, hein, on va pas se mentir. Aller jouer à Lecce, t'es coaché par Di Francesco, tu joues le maintien toute la saison. C'est des matchs assez compliqués. Il a essayé de prendre des responsabilités sur penalty. Il est tombé face au meilleur gardien d'exercice en Italie, Milinkovic Savic. Il l'a sorti et Lecce a failli battre le Napoli. Il y a des choses comme ça où c'est compliqué aussi de lancer ta saison et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut avoir de la clémence avec ce joueur-là parce que justement on va c'est un joueur qui va éclore avec le temps et qui est encore trop jeune pour qu'on statue des choses définitivement. Mais en parlant d'équipe qui joue le maintien, ce serait intéressant que je vous montre aussi cette équipe-là, la Fiorentina, qui s'est vraiment refaite hein, cet hiver sur le mercato. Je vous en avais un peu parlé dans d'autres vidéos sur Calcioteo, mais je suis curieux d'avoir votre avis dans le chat. Ils ont tout changé, la Fiorentina, que ça soit sur les ailes, devant ou au milieu de terrain. Et il y a même des joueurs phares qui sont partis. Moi, je pense à Edin Dzeko, qui était annoncé pendant un moment du côté du Paris FC. Il est à Schalke. Je ne sais pas si vous avez suivi ce transfert. Il va jouer de la deuxième partie de saison en D2 allemande. Schalke qui joue la montée d'ailleurs cette saison. Harrison, c'est totalement celui de Leeds Nizar. Il a fait ses premiers matchs et ses premières apparitions. Salomon, je crois qu'il est passé à Tottenham et Villarreal, si je ne dis pas de bêtises. Brescianini, il a fait la première partie de saison avec l'Atalanta, il arrive en prêt. Et puis Giovanni Fabian, c'est un échange, puisque lui arrive de Bologne. Et c'est Fabian Somm, l'ancien milieu de Parme, et qui a joué du coup 6 mois à la Fiorentina, qui va, lui, qui fait le chemin inverse et qui va à Bologne. C'est intéressant de voir ce 11-là. Il y a Pablo Mari aussi, je vous en avais parlé dans un des premiers débriefs, qui est allé en Arabie Saoudite rejoindre Al Hilal et donc Simone Inzaghi. Mais je suis curieux d'avoir votre avis sur ce 11 qui, honnêtement, est vraiment tout aussi intéressant sur le papier que la première partie de saison. On va pas se mentir, la Fiorentina, c'est dans tous les cas une anomalie qu'elle soit à cette position-là cette saison. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui mentalement vont te permettre de te relever? Est-ce qu'un Harrison qui a eu l'habitude de jouer en PL et de connaître cette intensité-là, ça va changer quelque chose? Est-ce que Brescianini, qui peut être un peu un leader d'homme au milieu de terrain, peut te bousculer un peu la hiérarchie? Est-ce que Derrea va prendre son rôle à cœur, sachant c'est probablement sa dernière saison à la Fiorentina? Difficile de savoir ce qu'il sera l'an prochain. C'est assez particulier. Étant fan de PL, je trouve pas que c'est une superbe recrue. Après, quand tu joues le maintien, ça va. Nous dit Nizar en parlant d'Harrison. Bah, si tu as des éléments à nous donner d'ailleurs sur Harrison, je suis curieux de les avoir. Ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est un joueur que je connais plus de noms que de jeux. Équipe en deuil, l'énergie de Comiso n'est plus, nous dit Dragout. C'est vrai que ça, j'en parle aussi hein, dans la vidéo YouTube que je suis en train de vous monter. Je vais la sortir, je pense. Je vais essayer soit mardi soir, soit mercredi soir. Ça s'appellera l'Odyssée des clubs italiens en Coupe d'Europe. Et j'en parle évidemment de ça parce que la Fiorentina vit une saison particulière sur tellement de points. Le décès du président en plein milieu de la saison. Ils ont été premiers en Coupe d'Europe pendant 2 journées en Conference League, alors qu'en même temps, ils jouaient la relégation ou la zone rouge en Serie A. Et il y a eu 2 entraîneurs, hein, Stefano Pioli qui est revenu en grande pompe, Palladino qui s'est fait licencier une semaine après avoir prolongé son contrat cet été. Je crois même qu'il a démissionné. Je crois pas que c'est un licenciement pour Palladino. Tellement particulière cette saison qu'est en train de vivre la Fiorentina, mais franchement c'est dommage. C'est une équipe qui a très très bien vendu des joueurs encore il y a quelques années. C'est impossible d'oublier les Vlahovic et Chiesa qui ont vraiment explosé à la Fiorentina. Et là, de les voir dans cette situation-là, c'est un vrai marasme. Euh, Est-ce que c'est une année de passage, comme tu le dis, Dragout? Je sais pas. Est-ce que c'est une année de transition? Est-ce qu'ils vont vraiment descendre en série B? C'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est une possibilité aussi, hein, parce que Pisa et l'Hellas Vérone, ça galère derrière. Mais bon, Pisa, c'était leur retour depuis 35 ans.
on peut le comprendre. Les Las Véron, ça faisait dans mes souvenirs 6 ou 7 saisons que Paolo Zanetti a emmené cette bande-là en Serie A. La Fiorentina, c'est quand même une équipe super qui a l'habitude de jouer de 1 la Coupe d'Europe, qui est dans les derniers carrés de la Conference League depuis quelques années, et qui a un statut quand même dans ce championnat-là, donc c'est assez particulier. Harrison, joueur plutôt moyen, je trouve. C'est un ailier qui percute, mais c'est plutôt un très bon joueur de Championship qu'un bon joueur de PL. Il s'est pas imposé à Everton. Il est revenu à Leeds, c'était moyen. Il essaie de se relancer, pourquoi pas. Bah, merci Nizar pour tes éclaircissements sur Harrison. C'est vrai que c'est un joueur que moi j'ai vu en Coppa Italia, bah, parce que la Coppa, ça s'est joué en milieu de semaine entre Fiorentina et Como. Comme d'habitude, la Fiorentina a ouvert le score. Comme d'habitude, elle a été rejointe. Et comme d'habitude, elle a perdu à la fin. Mais du coup, Harrison a joué une bonne partie de la rencontre. Et c'est vrai que c'est des ailiers un peu dynamites qu'on a plus trop souvent en Serie A. C'est assez rare les ailiers qui bombardent sur les côtés. Et donc, c'est pour ça que il m'avait un peu tapé dans l'œil. Il a mis Harrison. Mais on va espérer pour lui qu'il se relance. Les sous de la Juve, ils en ont fait quoi? Bah, il y a eu plein d'autres transferts. Hein. Dragout derrière pour la Fio, il n'y a pas eu que ces ventes-là. Moiskin, je crois il a fallu l'acheter. Fagioli aussi. De Gea, c'était un transfert libre. Gossens, ils l'ont ramené en Italie. Alors après, c'est vrai que c'était quand même des gros montants. Hein. Donc peut-être que c'est des transferts qui ont été utilisés ou investis ailleurs. En tout cas, une chose est sûre sur cette Fiorentina, on verra bien à quoi est-ce qu'ils vont ressembler pour la suite. Si on remonte un peu dans le haut du tableau, peut-être qu'il y a une autre équipe où c'est un peu d'intéressant de voir justement le mercato qu'ils ont fait. Peut-être avoir un petit mot sur ce Napoli. Je ne sais pas s'il y a des supporters napolitains dans le chat ou qui nous regardent, soit en replay, parce que je mettrai cette vidéo en replay ensuite sur ma chaîne YouTube. Mais ça a bougé un peu à Naples quand même cet hiver. Le départ forcément de Noah Lang du côté du Galatasaray, le départ de Lorenzo Luca aussi, Marianucci qui est lui aussi parti en prêt du côté du Torino. Alors c'est des départs qui sont plus ou moins importants. Marianucci c'était un espoir qui arrivait d'Empoli, il n'a pas eu assez de temps de jeu sur cette première partie de saison, c'est bien dommage d'ailleurs parce que c'était un joueur sacrément prometteur. Noah Lang, grand mystère aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais c'est décevant de le voir partir seulement après 6 mois parce que contrairement à Lorenzo Luca, il y avait quand même la sensation qu'il y avait quelque chose à faire avec cet ailier-là qui est vraiment un ailier spectacle. Alors on peut parler de l'ego, on peut parler de plein de choses avec ce joueur qui est un joueur reconnaissable vraiment sur un terrain, très tatoué, très provocateur dans son style de jeu. Mais je trouve qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec ce joueur-là et qu'ils sont envoyés au bout de 6 mois à Galatasaray. J'ai un peu de mal à comprendre la démarche. Pour Lorenzo Luca, à l'inverse, ça se comprend un peu mieux. C'est un transfert qui était peut-être pas étonnant, mais peut-être juste que le cap était trop haut pour lui. Il a fait sa première saison à plus de 10 buts en Serie A l'an dernier avec l'Udinese, dans un duo avec Florian Thauvin qui était quand même intéressant. Mais là, la marche était trop haute. Et puis en plus, Lukaku, qui se blesse au tout début de la saison. Et on ne donne pas sa chance à Luka, on préfère aller chercher Højlund, qui montre tout de suite qu'il est prêt. Donc il s'est retrouvé deuxième attaquant dans la hiérarchie, mais là il va redescendre troisième. Enfin, il serait redescendu troisième s'il était resté, puisque Lukaku est revenu de blessure. Donc difficile. Alors après, c'est Nottingham Forest, on va voir ce qu'il va réussir à faire là-bas. Mais ouais, c'est un peu décevant. Franchement, ces deux transferts-là, plus Marianucci, c'est un petit peu triste. Prépayant pour un Mohamedou Diarra de l'OL, nous dit Nizar, le Ginois qui va se positionner sur ça. C'est vrai que la Ligue 1 et la Serie A, ça marche bien hein, en ce moment. Ismaël Koné qui a signé définitivement à Sassuolo, j'ai vu l'info passer tout à l'heure. Bacola aussi de l'OM qui va à Sassuolo, c'est lui aussi un transfert définitif. Ulysse Garcia aussi qui va à Sassuolo. Ça fait 3 anciens Olympiens qui y vont. Ouais, les relations marchent bien entre les deux clubs. Dans la liste des transferts un peu peut-être pas étrange, mais important à suivre, surtout si vous aimez regarder toutes les équipes de Serie A. Il y a Gabriele Strefezza qui était à Como et qui a joué aussi du côté de Lecce, qui revient et il va justement aider Parma à éviter le maintien sur la deuxième partie de saison. Il était parti de Como cet été, un peu à la surprise générale, puisque Como a énormément acheté cet été. Ils ont quasiment pas vendu. Et donc, il revient en Serie A. Vous avez Patrick Cutrone, et ça, je vous le dis plus parce que je regarde beaucoup les matchs de l'AC Milan qui va à Monza sur cette deuxième partie de saison et va donc jouer la montée avec un club juste à côté de l'AC Milan. Et puis le fils de Gigi Buffon, Luis Buffon, vous en avez peut-être entendu parler. Et il a fait ses débuts en pro avec Pise à cette saison. Il est prêté en Série C sur la deuxième partie d'exercice. Donc lui, on risque beaucoup moins d'en entendre parler. Mais c'est vrai que des transferts là sur la dernière journée, je me refais la fiche de transfert market en face. Ça a bougé quand même. Ça a beaucoup bougé. Inquiétant les attaquants et sports italiens, nous dit Dragut. Ouais, Luca Camarda.
C'est un problème très large, hein. Il y a d'ailleurs un nouveau numéro de SoFoot qui va sortir dans quelques jours. Je suis pas payé pour vous dire ça, mais pour connaître certains des journalistes qui ont écrit, moi je vais aller l'acheter et jeter un coup d'œil sur ça. Ils vont sortir un numéro papier sur justement pourquoi est-ce que l'Italie galère avec les jeunes, galère avec son football, galère avec tout, puisque globalement, on va pas se mentir, la Serie A, le niveau qu'elle propose là par rapport aux autres championnats, ça s'étend aussi à l'équipe nationale. La preuve en est, c'est que l'Italie va jouer des barrages dans un petit peu moins de 2 mois maintenant. Fin mars dans un premier temps et puis peut-être ensuite la finale pour aller chercher ce ticket pour le mondial. Et c'est vrai qu'il y a plein de problématiques. L'une des problématiques, bon, on vient d'en parler là, c'est l'absence de temps de jeu pour les jeunes en Italie qui sont très souvent lancés. Et puis du coup, le problème aussi, c'est que des équipes qui fonctionnent sans les Italiens, ça marche quand même. Je pense à Como qui fait un super travail de formation et de recrutement et où il n'y a pas d'Italiens au centre de ce projet-là. C'est ce que Fabregas s'était longtemps expliqué à ce propos. Et on le comprend parce que tous les Italiens sont bloqués dès qu'ils sont très jeunes, mais les clubs préfèrent les prêter pendant plusieurs années et ne jamais leur donner leur chance. Et ça veut aussi dire ne jamais les vendre plutôt que de les vendre très rapidement, quitte à perdre un talent. Il y a plein d'exemples comme ça. Je vous invite à regarder la carrière de Di Marco, qui est incontestable aujourd'hui à l'Inter, mais qui a fait la tournée des clubs en Italie avant d'avoir enfin sa chance à l'Inter. Vous avez Piccoli, pareil, qui a dû faire le tour des clubs en Italie. Lorenzo Luca, il a dû finir sa saison en dehors, enfin sa préformation en dehors de l'Italie à l'Ajax, pour ensuite qu'on lui redonne sa chance chez lui. Donc il y a un vrai problème de formation et de la place qu'on donne aux jeunes en Italie, ça c'est une certitude. T'en penses quoi du niveau du Napoli, Alisson Santos? Oui, j'ai vu ce transfert-là. Alors là, pour le coup, je suis très curieux dans le chat si vous avez des infos à me donner, parce que globalement, je l'ai vu en Champions League notamment pour des matchs face au Paris Saint-Germain dans mes souvenirs, mais c'est vraiment pas un joueur que j'ai plus suivi que ça. Est-ce que dans le 3-4-2-1 que vous voyez là sur l'écran, qui est la compo probable que la Gazzetta annonce pour le Napoli sur cette deuxième partie d'année, il sera là? Est-ce que c'est un joueur qui va cirer le banc? Dans mes souvenirs, je crois que c'est un prêt avec option d'achat, c'est pas un transfert définitif. J'ai vu le tweet, d'ailleurs c'est le président du Napoli qui a tweeté que Alisson Santos arrivait. Je suis très curieux de voir la forme. Ouais, voilà, un prêt à 3,5 millions et donc, ouais, ailier gauche, brésilien-tunisien, nationalité sportive, visiblement 23 ans. Non, très curieux de voir ça. C'est vrai que c'est un joueur que j'ai pas du tout eu l'occasion de voir. Donc, s'il y a des suiveurs de la Liga NOS dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Et puis sinon, ouais, non, curieux forcément s'il a un poste offensif. Là, la compo que la Gazzetta met, honnêtement, je suis pas certain que ça va rester comme ça toute la saison. Déjà parce que Di Lorenzo, ça a lâché et que ça va être une longue blessure, je pense, pour le défenseur italien. C'était vraiment l'un des piliers essentiels dans la défense à 3. Est-ce que Conte va pas repasser dans une défense à 4 et faire redescendre Spinazzola d'un cran, trouver une solution à droite? Faut voir. Le retour de Lukaku aussi va peut-être un peu conditionner le nouveau dispositif qu'aura ce Napoli parce que Højlund, je sais pas, curieux d'avoir votre avis dans le chat. Est-ce que Højlund va se faire déloger par Lukaku? Il fait un début de saison vraiment super convaincant, le Norvégien. Le Belge, en même temps, c'est un élément essentiel du Napoli, essentiel la saison dernière, essentiel au Napoli, à l'Inter, à l'AS Roma, qui connaît bien Antonio Conte, et donc assez curieux de voir, est-ce qu'il va y avoir un duo qui va se créer devant entre le Belge et le Norvégien, ou est-ce qu'il va y avoir une rotation qui se fait pour l'instant, comme le Belge revient de blessure, et qu'il avait quasiment joué aucun match depuis le début de la saison, il s'était blessé en août, si mes souvenirs sont bons, Lukaku. C'est pour l'instant le Højlund qui joue 70 à 80 minutes et Lukaku qui finit le match, mais peut-être que ça va changer plus tard. Mais très curieux quand même de voir ce que ça va donner pour ce Napoli-là. Et puis Giovanni, dont je vous avais parlé aussi en début de saison, lui c'est vraiment un joueur où sur cette deuxième partie de saison, si vous avez envie ou si vous hésitez à regarder le Napoli, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles il faut regarder ce Napoli-là. C'est un joueur de 22-23 ans, première saison en Europe. Il a mis 4 buts et 3 passes D avec l'Hellas Vérone qui est 19e quand même sur une demi-saison. Et il a un profil si vous suivez la série depuis un petit bout de temps, moi je dirais Luis Muriel. Vraiment, c'est vraiment l'attaquant auquel je pense le plus. Il est peut-être un poil plus frêle que le Colombien, mais c'est vraiment ce style-là. Deuxième attaquant, de la vitesse, de la percussion, de la technique, une bonne finition quand même pour un joueur qui fait sa première saison dans le top 5 européen. Et ça, pour le coup, c'est un bon coup du Napoli. Chippé à la Lazio, qui le voulait absolument depuis des lustres, et au final, De Laurentiis est arrivé, il a tout de suite raflé la mise. Mais c'est vraiment un transfert qui va être intéressant à suivre, l'ami Giovanni. Nizar, tu m'ôtes les mots de la bouche parce que j'avais envie qu'on regarde aussi ce mercato que la Juve nous a fait. Ça fait partie des équipes que j'ai retenues. Alors, il n'y a pas de changement dans le 11 type a priori, mais c'est surtout sur le banc que ça va se jouer. Et tu me disais, je suis pas trop le calcio, mais la Juve et le mercato me semblent étranges. Je vois que ça ne recrute que des mecs en prêt.
de Bologne. Alors oui, il y a plusieurs choses à dire pour cette Juve. Déjà, il y a Yami Holm, effectivement, qui arrive. C'est un échange entre guillemets, puisque Joao Mario fait le chemin inverse, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc, c'est un transfert qui s'explique par le fait que Holm, c'est un joueur qui est capable de jouer sur un côté. Voilà, je me suis pas trompé. Voilà, près d'un côté, près de l'autre. Voilà. Eric Holm, arrière droit, donc le Suédois de Bologne, qui a quasiment le même âge que Joao Mario. Je pense que c'est une doubleur à Kalulu. Pour le coup, ça va pas être plus, mais peut-être qu'il va réussir à se trouver un rôle. C'est un joueur. Ouais, c'est pas un joueur moyen, mais c'est un joueur qui était régulier dans cette série A là. On n'a jamais vu de plafond de verre ou de potentiel exceptionnel, mais c'est un joueur qui est régulier. Est-ce qu'il va venir révolutionner cette Juve ou est-ce qu'il va simplement venir faire 6 mois pour dire qu'il a joué dans un grand club? C'est difficile de se projeter pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'autre prêt qui est plus intéressant, je trouve, à suivre devant, c'est celui de Jérémy Boga, qui vient se relancer donc à la Juve après une première partie de saison cataclysmique à Nice, mais bon, cataclysmique pour l'ensemble de l'effectif niçois. Si vous suivez un peu la Ligue 1, je pense que vous avez vu soit ce qu'ils ont proposé en Europa League, soit ce qu'ils proposent dans le championnat de France, mais c'est quand même compliqué pour la bande à Claude Puel. Et lui, pour le coup, Boga, je trouve ça intéressant parce que c'est pas très cher comme transfert. Il y a ce prêt avec option d'achat. Et mine de rien, sur les côtés, il y avait quand même besoin du monde pour la Juve. Qui autant ça empile les numéros 9 sans raison valable. Et ça, j'avoue que j'arrive pas à me l'expliquer. Je sais pas si vous, ça vous paraît logique ce que la Juve fait avec les numéros 9. Mais là, Vlahovic qui est toujours là, qui n'a pas prolongé. Arkadiusz Milik qui est encore là. Jonathan David, Opanda, et peut-être même pendant un moment ça parlait d'Ennesri ou de Mateta. Au final, il n'y a pas eu de nouveau numéro 9, mais ça fait beaucoup quand même devant. Et alors que sur les côtés, c'est plus maigre en fait. McKennie peut parfois dépanner sur un côté, mais c'est pas son poste. Et hormis Sao et Yildiz, il n'y avait pas de d'ailier fiable. Et donc, Boga, pour pas très cher, pour 6 mois, je trouve que c'est un bon transfert pour les deux. Lui a la possibilité de se relancer dans un championnat qu'il connaît bien, parce qu'à Sassuolo, il avait quand même fait des très belles choses. Et la Juve récupère un ailier à moindre coût pour la deuxième partie de saison, pour rester sur tous les fronts, c'est-à-dire en Serie A et en Ligue des Champions. Ça fait bizarre d'avoir connu la Juve il y a 10 ans et maintenant la Juve qui recrute à Nice et à Bologne. Ouais, non, ça je suis d'accord avec toi, hein, Nizar. Forcément, c'est des choses auxquelles on s'attend pas, hein. Même Dragout qui nous dit, qui nous parle des niveaux des numéros 9 de la Juve, ouais, forcément, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment. C'est pas une descente aux enfers parce que bon, cette Juve là, elle reste quand même dans le top 5, dans le top 7, mais il y a une vraie baisse de niveau. Et typiquement, la Juve qui va chercher la finale de Ligue des Champions face au Real en 2017, on était vraiment sur des joueurs de classe mondiale à quasiment chaque poste. Chose à laquelle cette saison, là vous le voyez avec la compo qu'il y a sous les yeux, hormis Yildiz, il y a pas de top player, il y a pas de joueur qu'on peut après Fuori classe, et en Italie, il n'y a pas ce joueur de classe mondiale que tu n'avais pas partout non plus à la Juve en 2017, mais tu avais quand même un grand gardien encore, Gigi Buffon même sur la fin, une défense centrale notamment qui se connaissait vraiment par cœur. Tu avais encore des milieux de terrain d'une grosse qualité, un Alvaro Morata qui était très efficace, Dybala, Mandzukic qui a toujours marqué dans les grands matchs. Globalement, tu avais quand même une équipe avec des références à chaque poste, et c'est vrai que cette Juve-là est quand même très très timide, et encore une fois, je me répète, mais la vidéo YouTube dont je vais vous parler, qui va sortir dans quelques jours, on en reparle évidemment de ce parcours européen de la Juve et qui est allé chercher sa qualification, pas à l'arracher quand même, elle est largement dans cette première partie de tableau en Ligue des Champions, mais on n'est pas sur une Juve qui a complètement écrasé le reste des équipes européennes. Et ça fait toujours bizarre, rien que parce qu'on parle d'une équipe qui a gagné 7 Scudetto quand même, 7 Scudetti de suite entre 2012 et 2019. Vlahovic qui est out ouais, jusqu'en mars, ouais, effectivement. C'est vrai que ouais, c'est assez long hein, pour le coup l'indisponibilité. Et puis Opanda et David, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des problèmes de niveau avec ces joueurs-là. C'est différent. David, il arrive libre de tout contrat et ça faisait longtemps qu'on savait qu'il allait pas prolonger à Lille. Opanda, c'est vraiment un achat de dernière minute. Faut leur laisser du temps. Moi, j'ai quand même envie de croire au projet de Luciano Spalletti, même si la Juve, ça fait 2 saisons maintenant qu'ils ont un entraîneur qui arrive en plein milieu et à qui on laisse jamais la possibilité de finir une saison. Même Thiago Motta, il est parti en plein milieu. Et donc ça c'est quand même problématique parce qu'on voit que quand tu donnes de la confiance et que tu le montes dès le début à un club, ça fonctionne. Gasperini est vraiment venu relancer une Roma qui a tout connu la saison dernière avec 3 coachs, aucun fond de jeu, aucune cohérence, rien. Je pense que Palladino est sur la bonne voie avec l'Atalanta. Mais Massimiliano Allegri, par exemple, à l'AC Milan, on ne sait pas si c'est un coach qui va rester 5 6 ans. Et Luciano Spalletti, mine de rien, c'est aussi pareil, parce que c'est un joueur, c'est un entraîneur qui est revenu un peu sur le devant de la scène sur la fin. C'est un entraîneur qui avait l'air très épuisé après son passage de l'Italie, qui voulait aussi prendre des distances avec le haut niveau quand il a quitté Naples. Donc bon, on va voir ce que ça donne pour la suite. Je crois qu'il y a des équipes que je ne vous ai pas encore montrées
et dont le mercato a bien bougé. Et c'est vrai que la Lazio, c'était intéressant pour moi d'avoir un petit mot sur cette équipe. Là aussi, je vous en ai parlé dans des débriefs et des formats un peu plus courts sur Calcio Théo, mais la Lazio, grand mystère, vraiment grand mystère du mercato hivernal. Il n'y a pas eu de cohérence, il y a juste eu des gros noms qui sont partis et ça continue et ça va peut-être même être encore pire sur cette fin de mercato. Le premier, et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez Daniele Maldini en pointe, bah, c'est Castellanos qui est parti pour quasiment 30 millions d'euros dès le début du mercato hivernal à West Ham. Taylor qui a été acheté à l'Ajax, il remplace Matteo Gandouzi qui est lui aussi parti dès le début au Fenerbahçe. Et derrière, Provsgaard qui était déjà dans l'effectif avant, il remplace un Alessio Romagnoli qui est en train de faire le forcing pour partir du côté d'Al Sadd au Qatar. C'est une équipe qui est coachée par Roberto Mancini. Donc forcément qu'Alessio Romagnoli s'entendrait bien avec le board ou tout du moins connaîtrait un peu l'identité du staff dans lequel il irait jouer. Et donc c'est un cadre par ligne en fait, tout simplement pour une équipe qui est entre la 9 et la 10e place de la Serie A depuis le début de la saison. C'est vraiment cataclysmique. Vous avez un Maurizio Sarri après chaque conférence de presse de match qui dit que il n'a pas la main sur la mercato, mais qu'à chaque fois qu'un gros joueur part, bah, ils perdent un peu plus leur capacité à jouer l'Europe. Il avait même dit en ironisant qu'il voulait tranquillement jouer le maintien, tranquillement éviter la relégation sur la fin de la saison. C'est comme ça qu'il avait répondu à un journaliste en conférence de presse. Lui, pour le coup, il est vraiment complètement dépassé, quoi. C'est même pas des problèmes économiques à la Lazio en soi, un Nizar et Dragut. Le vrai problème, en fait, c'est que Lotito il avait été interdit de recrutement cet été par la Lega, notamment pour des manquements financiers, mais c'était plus de l'irrégularité, le fait qu'il n'ait pas rendu des papiers à l'heure, et aussi pendant un bon moment, Lotito il est président de la Lazio depuis un bon bout de temps, mais il a repris quelques années après la Salernitana, et c'est interdit d'avoir deux clubs en première division, d'être propriétaire de deux clubs en première division. Donc ça a été un gros sujet pour Lotito pendant un bon bout de temps. Il a essayé de contourner un peu toutes les manières possibles pour continuer de garder les deux clubs, ça n'a pas marché. Il s'est séparé de la Salernitana, ça lui a créé des problèmes économiques entre-temps. Et donc cet été, la Lazio, on leur a dit, vous recrutez pas, c'est mort. Ils ont perdu 15 joueurs, vous vous en souvenez peut-être, c'est Loum Chauna qui est parti du côté de Burnley, c'est un ailier qui justement avait joué à la Salernitana et ensuite était parti à la Lazio. Et cet hiver, on leur a dit, vous pouvez de nouveau de recruter, et peut-être que Lotito, pour rééquilibrer la balance, parce que là ils sont à plus 15 ou 16 millions sur ce mercato hivernal, il s'est dit je vais d'abord vendre, et c'est ce qu'il a fait en fait. Il a vendu tous les cadres, tous les plus gros noms possibles dans cette Lazio. Nuno Tavares était même aussi annoncé sur le départ, parce que lui aussi a la cote en Arabie Saoudite. Pour l'instant il est sur le banc, c'est Pellegrini qui est titulaire, ça pour le coup la Lazio, la Gazzetta a raison de le rappeler dans ce 11 probable. Mais toujours est-il que ouais, il y a beaucoup de gros noms qui s'en vont et c'est un mix de problèmes économiques, d'absence de compréhension entre le board et la direction et du coup Lotito fait vraiment tout le mercato à sa sauce, vend les cadres et bah, Sarri est bien courageux de rester quand même dans ce marasme-là parce que honnêtement la Lazio va pas réussir à aller chercher une coupe d'Europe sauf miracle d'ici à la fin de saison. Et ce serait vraiment un exploit de Sarri de réussir à aller chercher quelque chose avec cette équipe-là. Mais je l'ai vu encore tout à l'heure. Cataldi et Basic sont là, mais Basic, c'est pas le titulaire habituel. Mais Mattia Vecino est en train de partir du côté du Celta Vigo. Donc c'est pour vous dire, ils ont perdu un à deux joueurs par ligne en un mois. C'est complètement une anomalie ce qui est en train de se passer dans ce club-là, qui certes est 9ème, certes a pas beaucoup d'objectifs sportifs, je vous le disais, sur cette deuxième partie de saison. Peut-être la Coppa Italia, ils ont éliminé l'AC Milan, mais le reste, c'est lunaire et c'est très difficile de savoir dans quelle direction part la Lazio. J'ai même aucune certitude par exemple sur le fait de savoir si Maurizio Sarri sera l'entraîneur de la Lazio l'année prochaine ou pas. Franchement c'est impossible de se positionner pour l'instant. Ouais Tavares, bah, ouais bah franchement Tavares en vrai je peux te comprendre Nizar, moi c'est vrai que c'était un joueur, la première partie de saison qu'il fait à la Lazio l'an dernier, il faut quand même se dire que ce type, entre août et octobre donc de la saison dernière, donc c'était pas 2025, c'était 2024, entre août et octobre 2024, il fait 8 passes D. C'est énorme comme ratio. Il était le meilleur passeur de la Serie A pendant très longtemps. Il était décisif à tous les gros matchs. Il fait 2 passes D, notamment face à l'AC Milan, si mes souvenirs sont bons, une pour Boulaïdia. Exceptionnel. Il y a ces 8 passes D entre le début de la saison et octobre 2024. Il n'a plus jamais refait une passe décisive de la saison ensuite. Et il s'est aussi tout simplement éteint de lui-même. Donc c'est vraiment symptomatique de la carrière de joueur pour l'instant. Ça c'est vrai que je m'étais un peu renseigné sur ça. Ouais, Garlic qui nous dit on a connu la même chose à l'OM. Bah ouais les gars. Mais ça pour le coup c'est... à l'OM je m'en étais un peu aussi rendu compte parce que c'est vrai qu'il avait démarré complètement en pétard. Et au final, bah, Arsenal, Lazio, Olympique de Marseille, Benfica, c'est la même chose. C'est un joueur qui est encore très jeune hein, et c'est pour ça que c'est frustrant. Mais il n'y a pas de régularité sur une saison complète. Et franchement l'an dernier quand il fait 8 passes D en une demi-saison, enfin c'est lunaire. C'est un joueur quand s'il avait gardé cette dynamique-là,
on aurait pu parler d'un joueur à la Ozil, un profil, ou à la De Bruyne, un mec qui finit une saison avec 15, 16, 17, 20 passes décisives en une saison. Parce que 8 passes D en l'espace de 2 mois, c'est surréaliste comme stat. Enfin, c'est vraiment la cour des grands. Et c'était vraiment un joueur qui était dans la cour des grands au début de saison, où toute la presse italienne faisait des papiers d'une longueur infinie après chacun de ses matchs, et à juste titre, parce qu'il était vraiment monstrueux. Et il s'est éteint complètement tout seul. Et là, c'est vraiment un feu de cheminée complètement éteint. Ce qui fait qu'il y a un Luca Pellegrini qui est peut-être un peu moins étincelant, mais qui est plus régulier. Et forcément, c'est des choses qu'on attend aussi, puisque la saison dernière, quand Sarri était euh, pas encore là, ça avait chauffé dans le vestiaire, puisque Tavares offre, entre guillemets, le but à Pellegrini dans le derby face à la Roma. Je sais pas si vous vous en souvenez, une perte de balle côté gauche, la Roma récupère le ballon, passe pour Pellegrini, but, et c'est le seul but du match. Et ça avait déjà chauffé dans le vestiaire, on lui avait reproché son manque d'implication, etc. Donc c'est une longue histoire, malheureusement, pour Nuno Tavares. On avait Tavares et Maitland-Niles, les deux ils savent pas faire 5 mois de manière régulière, nous dit Nizar. 3 buts en 4 matchs, puis des errances pendant 6 mois, nous dit Garlic. Ouais, oui, c'est vrai que Tavares, c'était l'inverse à l'OM. C'était pas les passes D, c'était les buts, mais il les avait empilés sur le début de saison. Bah, franchement, je vous comprends. J'avoue que là, je peux pas vous faire croire le contraire. C'est vraiment un joueur en Serie A cette saison qui s'est éteint de lui-même. Et donc, là, j'allais dire, la Lazio a beaucoup de problèmes de mercato et de gestion d'effectifs, mais Tavares reste dans le 11. Mais c'est un joueur qui joue ouais, les 15-20 dernières minutes, pour le coup, sur la fin. Dans le reste du 11, il y a Taylor qui a mis son premier but avec la Lazio ce week-end face au Genoa. Ça va être intéressant de le voir. C'était quasiment le capitaine de l'Ajax. Très curieux quand même de voir ce qu'il va apporter. Et puis Daniele Maldini, là c'est un autre mystère parce que c'est un joueur vraiment de la lignée légendaire de l'AC Milan, de Paolo Cesare, qui s'essaye encore dans un club après Empoli, après Monza, après l'Atalanta, après la Spal. Après la Spezia, pardon. Donc, grand mystère pour le coup pour Daniele Maldini, qui a lui aussi déjà eu un peu de temps de jeu. On va espérer qu'il se relance là-bas. Peut-être qu'il reviendra un jour à l'AC Milan, ça me semble pas évident, en tout cas aujourd'hui. Mais voilà, le marasme de cette équipe-là, de la Lazio, ça me semblait intéressant de le rappeler dans ce petit live. Quand même envie de vous parler de l'autre équipe de Rome, puisqu'il n'y a pas que la Lazio dans la capitale. Et il y a quand même cet AS Roma qui a recruté un Danny Malone qui va être, à mon sens, très intéressant à suivre sur la deuxième partie de saison. Peut-être l'attaquant le plus intéressant à suivre en termes de mercato hivernal sur la Serie A sur la deuxième partie de saison. J'ai pas l'impression de me tromper si on met Giovanni aussi dans la liste, même si Giovanni c'est plus un second attaquant. Là, on parle vraiment d'un vrai numéro 9 ou d'un ailier pur. Malen, c'est vraiment le rôle, enfin, l'impression qu'on en a sur ces deux premiers matchs, c'est vraiment l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Un joueur qui sait jouer dans les petits espaces, qui est technique et rapide. Les premiers buts qu'il met avec le Torino, c'était que des combinaisons à une touche de balle avec Dybala ou Soulé. Ça vraiment, ça glissait super bien. Et ça va être intéressant de voir ce qu'il va nous proposer sur la suite de sa saison parce qu'il a été formé à Arsenal, mais c'est vraiment à Dortmund qui s'est révélé. Au PSV aussi, on avait vu des belles choses dans mes souvenirs. À Aston Villa, peut-être un peu moins. Mais c'est vraiment intéressant. Un autre joueur d'Aston Villa qui est reparti de l'autre côté, c'est Léon Bailey. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo aussi. Parce que lui aussi résilie. Enfin, le prêt a été résilié et donc il est reparti dans la bande à Unai Emery. Mais Malen, ça peut vraiment être l'une des belles surprises sur cette deuxième partie de saison. Euh, Koné est blessé jusqu'à quand? Alors Koné, c'est un mois que j'ai vu dans mes souvenirs. Et donc je crois que c'est ça. Alors Romani Floriani, l'ami, l'arrière-petit-fils de Benito Mussolini. Alors je vais essayer de vous le retrouver lui parce que il est encore dans une équipe de série. Ah, il est à la Crémonaise, voilà, j'ai cherché. Il est à la Crémonaise cette saison et il joue pas trop mal. Il a pas un mauvais niveau. C'est un joueur qui s'était. J'en avais fait. Si vous me suivez, d'ailleurs, je suis curieux. Dites-moi dans le chat si vous avez vu cette vidéo parce que j'en avais parlé sur Calcio Theo quand il avait marqué un but avec la Juve Stabia l'an dernier et que tout le stade avait crié Mussolini. Pour voir juste depuis combien de temps est-ce que vous me suivez. Ça m'intrigue de voir si j'avais fait une vidéo à un format vertical, un format de 2-3 minutes où j'expliquais un peu l'origine de ce joueur et pourquoi. Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo? Et ah, bon, ça va. J'ai des Dragout qui me dit qu'il l'a déjà vu. Nizarwa, il est avec Vardy, exactement. Romani Florani, il est avec l'ami Jamie Vardy à la Crémonaise. Garlic aussi qui me dit ça. Bon, voilà, c'était dans ouais, vidéo dans un autre style pour expliquer un peu le contexte. Donc voilà, c'est un joueur qui était prêté à la Juve Stabia la saison dernière, qui avait un niveau de jeu quand même assez remarquable au-dessus du reste de la série B, qui est revenu donc en Serie A cette saison. Il a retiré son flocage Mussolini. Il joue avec Floriani dans le dos maintenant. C'est un joueur qui va, je pense, faire profil bas sur ça parce que le peu d'interventions qu'il a donné sur la justification de pourquoi il avait ce maillot dans le dos, c'était catastrophique de bêtises et sa mère, c'était pareil. C'est d'ailleurs souvent sa mère qui s'exprimait dans les médias sur ça.
Donc on va plus trop le revoir sur ce sujet-là. Et sur le terrain, c'est pas un mauvais latéral pour le coup. Est-ce qu'il restera toute sa carrière à la Lazio? Je sais pas. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il était scruté par les équipes d'Italie chez les jeunes et chez les pros avant son incident et la célébration de son but en Série B la saison dernière à la Juve Stabia. C'est pour vous dire le fait que c'était quand même un joueur assez régulier et qui malheureusement pour la gestion de l'héritage fait qu'on le verra peut-être jamais à un haut niveau et en même temps ça peut très largement se comprendre. Euh, Dovbyk c'est 2 mois d'absence et Koné 1 mois. Pour vous répondre les gars dans le chat parce que pour moi c'est ça. Et puis il y a Hermoso aussi là sur la Gazzetta qui est mis encore sur le terrain, mais c'est Daniele Ghilardi, lui aussi très bon joueur d'avenir que je vous invite à suivre et à regarder attentivement quand vous suivez les matchs de la Roma parce que il faisait des belles choses à l'Hellas Vérone. Il a entre guillemets fallu qu'Hermoso se blesse pour que Gasperini lui donne sa chance, mais c'est un joueur, c'est le cliché vraiment du défenseur italien, cheveux longs, à l'aise, balle au pied, élégant. Et il est très jeune et c'est super intéressant de le voir évoluer dans cette AS Roma là. Donc Hermoso qui va pas être là aussi un petit bout de temps. Et puis Koné au milieu de terrain, ça profite à l'ami Pizzili, qui est un joueur que vous connaissez et suivez peut-être. Très performant aussi, qui met ses premiers buts en Serie A. Et donc lui, ce sera intéressant de voir ce qu'il va proposer sur la suite de la saison. Incroyable Ghilardi, je trouve très sympa à avoir jeune Udi Garlic. Évidemment, franchement, euh, moi j'ai eu très très peur en début de saison parce que les Las Véron ils ont perdu Coppola et Ghilardi dès le début de la saison. C'était leur charnière centrale type. Coppola il est parti du côté de Brighton et dans mes souvenirs il a failli revenir ou il est sur le point de revenir là pour la deuxième partie de saison en Italie. J'ai un petit doute. Et, euh, et voilà. Alors là j'ai eu plein d'infos en même temps. C'est quoi ta surprise de la deuxième partie de saison? Tu parles... c'est quoi ma surprise? Ouais, Coppola, ouais, voilà, il vient d'arriver au Paris FC, c'est ce que j'avais vu. Ma surprise de la deuxième partie de saison, tu parles dans le sens joueur qui va exploser sur la deuxième partie de saison, Timo? J'ai un petit doute. Et je viens de voir un transfert qui vient de s'actualiser, il faut quand même qu'on le note parce que c'est quand même assez fou de le revoir revenir à ce niveau-là. Est-ce que vous vous souvenez de Samuel Ealing Jr., l'ancien ailier de la Fiorentina, de la Juve, pardon, qui est à Aston Villa depuis? Il vient de signer en prêt sur la deuxième partie de saison à Pise. Donc on va revoir Samuel Ealing Jr., qui était de la génération avec l'ailier qui a signé du côté du Werder de Brême, qui était de l'autre côté, Samuel Mbangula. Voilà. C'était 2 super ailiers à la Juve et qui sont peut-être pas perdus, qui ont été vendus en tout cas. Et donc Ilui Junior qui revient en Serie A, qui va aider Pise sur la deuxième partie de saison. C'est un transfert qui vient d'être officialisé visiblement. Je vous partage l'info. Joueur et où équipe, nous dit Timo. Alors franchement, en surprise sur la deuxième partie de saison, là si on se remet le classement devant les yeux, pour moi, c'est de se dire que le top 4 qu'on connaît actuellement va pas être celui de la fin de la saison. Je pense qu'entre la Juve et Como, il y a une des deux équipes qui va réussir à taper et réussir à aller chercher ce top 4. Peut-être que ce sera Como, peut-être que ce sera la Juve. Et en joueur vraiment à surveiller sur la deuxième partie de saison, moi j'ai envie de... C'est des joueurs dont je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais Giovanni, j'attends de voir la suite. Wesley, Giovanni Wesley, et puis ouais, une petite pièce peut-être sur l'ami Alisson Santos à Naples, voir ce qu'il apporte. Giovanni Wesley, c'est vraiment des joueurs que j'ai plus suivis, mais peut-être ces 3 éléments-là, des profils un peu offensifs, fantasques, qui manquent quand même cruellement dans cette Italie et dans cette Serie A-là. Des profils qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en Serie A. Là, j'avoue que tu me prends un peu au dépourvu, mais dans la liste ouais, des derniers transferts qu'on a vus et qui m'intriguent pour la suite, j'avoue que c'est les 2-3 noms qui me viennent en tête. Mais ouais, et puis de la même manière que je pense qu'on va être fixé, je pense que c'est une saison où il va y avoir 2 relégués qu'on va connaître très rapidement. Euh, là, en l'occurrence, les Las Véron et Pise. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que. J'ai pas l'impression que la Fiorentina va tout de suite dire quand est-ce qu'elle sera plus maintenue en Serie A ou pas. Donc pour moi, une Fiorentina qui se bat jusqu'au bout. C'est des évidences que je vous donne, mais je suis un vrai chat noir en pronostic. C'est vraiment quelque chose que je fais jamais. Donc c'est difficile. Là, c'est vraiment une colle que vous me posez, les gars, pour le coup. Alors, le downfall in Junior du Nisa, on sait pas. Peut-être qu'à Pisa, il va faire des belles choses. On n'en sait rien encore. On n'en sait rien encore, les gars. Holm qui vient d'arriver à la Juve. Ouais, c'est ça pour le coup. Holm, c'est fait. C'est ce que je vous disais plus tôt dans le live. Si jamais tu viens d'arriver, Holm qui va à la Juve et dans l'autre sens, Joao Mario qui va du coup à Bologne. Mathis, salut Mathis, tu viens peut-être d'arriver pour me dire ça stream jusqu'à quelle heure? On va rester jusqu'à 20 h ensemble, je pense, l'officialisation. Après, si à 20 h il y a encore un peu de monde, peut-être que je répondrai encore avec plaisir parce que c'est super sympa de discuter avec vous. Donc, théoriquement, on avait dit 19 h 20 h. Enizar qui nous dit Jachari à la Milan, ça devient quoi cette année?
Bah, l'ami Jachari, c'est pas compliqué, hein, il a quasiment pas joué dès le début de saison. Il y a eu ce taquet qui prend, je sais plus si c'est le tibia ou le fémur, qui se fait broyer par Santi Jiménez, d'ailleurs, en plus malheureusement à l'entraînement dès le début de saison. Et du coup, bah, il est revenu petit à petit dans la hiérarchie. Il a commencé à rejouer il y a 1 ou 2 mois, pas plus, hein, dans mes souvenirs. Et c'est une évolution qui est progressive. C'est peut-être le profil qui remplacera Luka Modric la saison prochaine, soit lui, soit Samuel Ricci, mais c'est une évolution qui est assez progressive. Et pour le coup, le problème de riche, entre guillemets, que s'est créé l'AC Milan cette année, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs en milieu de terrain pour très peu de place. Et comme il n'y a qu'une seule compétition à jouer, puisque la Copa en plus, qui était une espèce de quête annexe, c'est fini depuis l'élimination face à la Lazio, les choix d'Allegri font que Luka Modric est toujours là, Adrien Rabiot aussi. Et donc, soit il reste une place pour Youssouf Fofana, soit pour Rabiot, soit pour Ricci, soit pour Jachari, soit pour Ricci. Donc, une dernière place pour trois noms. On ne le voit pas toujours, le Belge, mais je pense que avec le fait quand même de se dire que ça va ralentir en termes de cadence pour Luka Modric l'an dernier, l'an prochain plutôt, et que Fofana n'est pas un joueur intransférable, on devrait un peu plus le voir l'an prochain. Donc ça, pour le coup, c'est les deux infos que j'ai envie de te dire sur cette équipe-là. En parlant de transfert qui vient d'arriver aussi, j'ai suivi ça. Alors là, c'est un très grand mystère aussi, la carrière de joueur. Daniele Rugani qui va à la Fiorentina sur la deuxième partie de saison. Ça veut dire que si on se remet le 11 de la Fio devant les yeux, on va de coup se retrouver avec un Daniele Rugani, soit à la place de Komuzzo, soit à la place de Pongracic, pardon. Grand mystère, hein, la carrière de Daniele Rugani. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais il a tout fait. Il a fait l'Ajax, il a fait le Stade Rennais, il a fait Cagliari, il a fait la Juve, il a fait un autre club aussi en Italie avant. Je ne sais plus si c'est Empoli, j'ai un petit doute. Mais il en aura fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des clubs Daniele Rugani. Et visiblement, il va en faire un autre, puisqu'il y a ce prêt pendant 6 mois pour le défenseur de 31 ans, pour essayer de sauver la Fiorentina de ses griffes de la série B. C'est vrai que dans les autres gros transferts que j'ai vus aujourd'hui, je crois que c'était à peu près tout. Il y avait la rumeur Mauro Icardi qui a pas avancé. Euh, Cissé de Catanzaro qui arrive à l'AC Milan. Ouais, ça je l'avais vu, Nizar. Et en plus, il est rebalancé en prêt. Il repart en prêt. Cissé. Il est acheté, voilà, non c'est l'inverse. Il est acheté à l'Hellas Vérone pour 8 millions et il a été envoyé dans la foulée à Catanzaro. Catanzaro qui, de mémoire, a aussi Mattia Liberali en prêt de l'AC Milan cette saison. Donc il y a peut-être un partenariat qui est créé entre les deux clubs. Mais dans les derniers gros transferts, ouais, la rumeur Mauro Icardi qui s'est pas faite. Alors ça aurait fait un numéro 9 de plus, mais à la différence que Mauro Icardi s'entend très bien avec Luciano Spalletti puisque ils se connaissent de l'Inter. Donc ça aurait été peut-être intéressant à suivre. Au final, ça s'est pas fait. Mais j'allais dire, dans la liste des transferts, des tout derniers transferts, c'est ceux qui me viennent en tête. Dites-moi là sur. C'est vrai que j'ai gardé juste Transfer Market devant les yeux, mais j'ai pas gardé Twitter ou d'autres réseaux sociaux. S'il y a d'autres transferts que vous venez de voir passer et qui viennent d'être officialisés. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, les seules choses. J'ai pas mis d'ailleurs l'Inter ou l'AC Milan dans ces équipes, dans les équipes à suivre ou à regarder tout du moins, parce que bah, vous l'avez vu, il y a pas eu de gros transferts en fait pour ces équipes-là, tout simplement. Il n'y a pas eu de gros transferts, il n'y a pas eu d'actualisation majeure dans le 11. L'Inter, pendant un moment, avait hésité à se repositionner sur certains joueurs. Je pense à Ivan Perisic notamment. Au final, ça s'est pas fait. Et du coup, dans le 11, il y a eu le jeune Jakirovic, j'ai un doute sur la prononciation, du Dynamo Zagreb qui est arrivé. Mais pour le reste, il n'y a pas eu grand-chose. Et puis là, c'est Milan avec la piste Mateta qui vient d'échouer. Jean-Philippe Mateta qui devra donc rester à Crystal Palace. Ça va pas bouger plus que ça. J'ai surtout la PL, donc Phil Twitter. Ouais, bah ouais, bien sûr, Anita. Il y a eu quelques transferts quand même en plus, d'ailleurs, j'allais dire, entre l'Italie et l'Angleterre sur ce mercato. Je crois que ça a un petit peu bougé quand même. Je viens de me rendre compte que ça fait 53 minutes que je parle quasiment non-stop. Mais c'est super cool en tout cas de faire ce live avec vous et de discuter de tout ça, de ce très beau championnat. Si vous avez d'autres questions, j'allais dire pour les 10 dernières minutes, si vous voulez qu'on parle encore d'un club en particulier, là j'ai essayé de vous montrer les 6 clubs les plus actifs, mais s'il y a un transfert, une équipe, là je vous remets, vous allez la voir en dézoomé, mais c'est la Gazzetta, la fiche de la Gazzetta sur l'ensemble des clubs qui ont bougé. Si vous avez un club, un transfert ou une équipe de Serie A dont vous voulez qu'on parle là, sur ces 10 dernières minutes, maintenant qu'on a fait on a quand même ratissé large sur l'ensemble de ces clubs de Serie A, n'hésitez pas. Tu feras un bon coach sur FM. Je sens, nous dit Timo. Alors figurez-vous que j'ai joué à FM pas très longtemps. J'ai eu une petite période, je crois que c'était sur les 2019, 2020, 2021. À l'époque,
J'ai fait une carrière avec le DFCO parce que j'ai fait des études à Dijon et du coup j'avais tout fait pour les remettre sur le droit chemin quand ça redescendait en Ligue 2 et en National. J'avais bien kiffé, j'ai fait une carrière forcément avec l'AC Milan, mais je suis plus quelqu'un qui fait des carrières pro sur FIFA et du coup Football Manager, la logique et tout, j'avais réussi à comprendre un peu tous les dispositifs, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'ai lâché et que j'avais quand même bien aimé. En plus, Nizar qui nous dit qui va monter en Serie A. Alors là, tu me poses une belle colle parce que c'est vrai que je suis la Série B, mais j'ai pas le classement en tête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le mettre sous les yeux tout de suite maintenant. Puisque voilà, Venezia est en tête, 47 points, Frosinone est 46, Monza 44 et Palerme 41. Donc oui, c'est quand même un, j'allais dire c'est assez serré cette histoire. Monza en plus où je vous l'ai dit, Patrick Coutronnet qui va arriver, donc peut-être qu'il va reconnaître la montée en Serie A avec un autre club après Como, l'ami Patrick Coutronnet. Frosinone qui sont des habitués de la Serie A, Venezia aussi. Ouais, non, c'est intéressant. J'allais dire avec Johan Payanpalo qui est le meilleur buteur, 13 buts. Le quatrième d'ailleurs de la série B, Palermo, qui sont coachés par Filippo Inzaghi. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça au début de la saison. Inzaghi qui devait être l'entraîneur de Pise hein, d'ailleurs pour la saison à venir. Au final, il s'est rétracté au dernier moment. J'en avais parlé au début de la saison sur Calcio Theo et il a laissé sa place à un autre ancien buteur de l'AC Milan en la personne d'Alberto Gilardino. Et Alberto Gilardino, il s'est fait limoger ce week-end après la nouvelle défaite justement de Pise en Serie A, qui a gagné qu'un seul match hein, depuis le début de la saison, qui est avant-dernier, juste devant les Las Véron. Et donc, plus de Gilardino et plus de Filippo Inzaghi dans le Pise qui est en Serie A, qui galère quand même sacrément. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire, si vous avez envie de voir un match où l'enjeu et la tension sera à son maximum, Pisa et Las Véron, c'est la semaine prochaine, le 19e face au 20e. Si vous n'avez pas le temps de voir, vous inquiétez pas, j'en parlerai dans mon prochain débrief sur Calcio Theo. Mais c'est vraiment le match de la peur, le 19e contre le 20e, quasiment à la 25e journée de Serie A. C'est déjà un match où s'il y a un match nul, les deux équipes peuvent encore y croire un peu. S'il y a un perdant, ça va commencer à sentir la Série B sérieusement pour l'une de ces deux équipes. Donc en série B, si on se fie à ce qu'on voit là, ouais, ça va jouer entre les quatre équipes de haut parce que entre Palerme qui est quatrième et Modène qui est cinquième, il y a 7 points d'écart. 41 points pour Palerme et 34 pour Modène, donc tu as déjà un petit écart qui s'est creusé. Donc on va mettre une pièce sur les trois qui sont là, Venezia, Frosinone et Monza, et puis on verra à la fin. Pescara aussi, le dernier de série B, vous l'avez peut-être vu, qu'on récupérait Lorenzo Insigne. Alors en joueur, je précise en joueur parce que Marco Verratti, il est rentré dans le capital du club pour investir il y a quelques mois de cela, et lui en revanche, Lorenzo Insigne qui était sur le banc d'ailleurs ou en tribune pour le dernier match de Pescara, lui il revient pour jouer. Pescara c'est pareil, hein, 22 journées de victoire, ça sent aussi quand même mauvais pour cette équipe qui a quand même eu un trio. Alors c'est souvent les photos un peu nostalgiques que vous voyez sur Twitter ou sur Facebook, mais ils ont quand même eu à un moment donné Ciro Immobile, Lorenzo Insigne et Marco Verratti dans leur rang, l'équipe de Pescara, et depuis c'est un peu plus compliqué comme le montre ce classement et la relégation très très probable qui les attend visiblement Pescara. Bari aussi qui est 20e, qui jouait la montée en Serie A il y a quelques années. Il y a un joueur d'ailleurs à Bari, si jamais vous avez vraiment envie de connaître un peu les puristes ou les pépites de Serie B, parce qu'il y en a un qui s'appelle Mehdi Dorval, que vous connaissez peut-être, un latéral algérien qui avait fait une super saison l'an dernier, qui là aussi est dans une équipe qui galère, mais qui est vraiment un bon joueur, qui a connu ses premières sélections avec l'Algérie il n'y a pas longtemps, et c'était vraiment un super joueur de ballon. Bari, moi je les avais regardés particulièrement parce que Cagliari, quand ils remontent en Serie A, ils font un barrage de Série B, justement face à Bari, sous une pluie battante, enfin, et Pavoletti qui met un but à la 93e sous une pluie mais torrentielle, c'était limite un film ce match. Bari qui joue dans l'un des stades les plus grands d'Italie, d'ailleurs si vous ne le savez pas, plus de 50 000 places, ils ont un stade gigantesque, et c'était dans ce stade-là que Cagliari avait gagné sa place en Serie A, et Bari la saison d'après ils ont galéré, et là on est 2 ans donc après ce barrage-là, ce match de barrage, et Bari c'est 19e avec 20 points. Alors bon, il y a beaucoup d'équipes qui sont autour de ça, le 15e il a que 21 points, le 14e c'est la Sampdoria, ils en ont que 22 donc ça peut encore se refaire, mais Mehdi Dorval là-bas, ça peut être intéressant. Le downfall de Terrible c'est Brescia je crois, ben oui alors ils sont forcément en série C parce que là je les vois pas en série B donc oui. Ouais, Brescia, c'était une belle équipe aussi, hein. La dernière saison qu'ils ont avec Sandro Tonali, ils étaient encore en Serie A. C'était super intéressant de les voir jouer. Il y a une époque qui parlera peut-être à vos grands frères ou à vos parents s'ils suivaient le football avant, mais c'était l'époque de Baggio, donc il y a un peu plus de 15-20 ans. Pirlo qui a fait aussi une petite partie de sa carrière là-bas. Ouais, c'était une superbe équipe. C'était vraiment une superbe équipe et ils sont redescendus de manière assez sévère, visiblement, puisqu'ils sont en Série C actuellement. Pour le reste, hein, quand on regarde la série B, Empoli, c'était des habitués. La Spezia, on les a vus quelques années. Et puis devant,
J'allais dire, je me pose même la question de qui est descendu l'an dernier quand je revois le classement. Est-ce que aussi Monza, je crois qu'ils sont descendus la saison dernière. C'est soit Frosinone, soit Venez qui les ont accompagnés, mais j'ai un doute. Mais Monza, je crois que ça a fini bon dernier. Ouais. Et la preuve, hein, c'est comme Metz et 3 en Ligue 1. Il y a des équipes qui font beaucoup de fois l'ascenseur et la Monza qui est troisième, qui va aller jouer la montée jusqu'au bout pour aller les chercher. Tonali ce matin quand il y avait la rumeur à Arsenal. Alors là, Tonali, ouais, franchement, je sais pas ce qu'il va faire de sa carrière, je sais pas s'il reviendra en Italie. Ça avait beaucoup parlé de l'Inter pendant un moment, de l'AC Milan aussi. Franchement, c'est un vrai. Il avait tout pour devenir la bandiera de l'AC Milan. Au-delà du symbole, il avait refusé l'Inter, hyper important dans l'AC Milan, qui a en plus été bien intégré, je trouve, par Stefano Pioli. On n'a pas grillé les étapes. C'est un joueur qui a mangé son pain noir au début de la saison, au début des saisons qu'il a faites avec l'AC Milan, parce qu'il fallait déloger Benacer et Kessié. Au final, a formé un trio exceptionnel avec ces deux noms que je viens de vous donner. C'était vraiment un super joueur. Alors, offre impossible à refuser de la part de Newcastle. Maintenant, si Arsenal remet un paquet en plus, ce sera clairement une somme sur laquelle aucun club italien peut rivaliser. Donc, faut vite oublier ce genre de choses. Donc, ouais, franchement, j'allais dire, c'est assez terrible. Maintenant qu'il est parti en PL, ce sera trop cher pour un club de Serie A. Ouais, c'est exactement, Nizar, on est connecté, c'est exactement ce que j'allais te dire. Franchement, je vois pas ce qu'on pourrait aller chercher d'autre sur ce joueur-là, malheureusement. On vient de dépasser les 1 heure de live. Franchement, c'était un exercice super intéressant, les gars. Pour la petite dizaine de personnes qui est encore là, j'ai envie quand même de vous donner des infos, des exclus. Vous êtes restés jusqu'au bout pour la suite pour Calcio Théo. La vidéo qui va sortir là dans quelques jours, l'Odyssée des clubs italiens en Coupe d'Europe. Il y a trois choses que je suis assez fier qu'il y aura dans cette vidéo. Il y a un témoignage d'un supporter du Galatasaray par rapport au match, les souvenirs qu'il a du match face à la Juve. J'ai aussi un témoignage d'un supporter du Borussia Dortmund par rapport à ce match donc face à la Juve parce que c'est deux retrouvailles Dortmund, Atalanta et Galatasaray Juve et c'est des matchs qui ont eu lieu il y a quelques années. Je vais tous vous les expliquer dans ma prochaine vidéo YouTube sur Calcio Théo. Et ça s'est finalisé ce matin. J'ai un photographe de presse qui était sur le terrain, en bord terrain, pour le match entre le Panathinaikos et la Roma qui m'a donné l'accord pour utiliser des photos de son match pendant ma vidéo YouTube. Donc pour le petit passage qu'il y aura sur la Roma, vous allez avoir des photos exclusives que vous avez vues nulle part ailleurs puisque c'est un photographe qui était juste derrière les buts et juste à côté du banc pour les mettre en avant dans cette vidéo. Donc je suis super content d'avoir tous ces éléments-là dans la prochaine vidéo YouTube. Le format aussi que j'ai envie de créer sur ce mois de février. Et je suis très curieux d'ailleurs, si vous avez envie de me donner votre avis, je le lis avec grand plaisir. C'est que j'aimerais bien créer un format un peu actu. Là, c'est vrai que le mercato, il y a énormément de gens qui sont abonnés à mon profil, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube pendant ce mois-ci. Mais c'est un format où en fait on interagissait, où moi j'allais chercher des infos de mon côté, je vous les donnais ensuite et on en discutait ensemble. C'est ça pour moi la fonction et le rôle qu'on a quand on est journaliste, encore plus journaliste sportif. Et pour le mois prochain, j'avais envie de créer un espèce de format, une espèce d'actu d'une gazette de Calcio Théo, où je vous présente en début de semaine, après le débrief, peut-être le mardi ou le mercredi, deux, trois actus de la semaine. Et je vous dis en commentaire voilà, quelle actu vous avez le plus envie de voir. Est-ce que c'est telle actu, est-ce que c'est telle actu, est-ce que c'est une autre, pas forcément une dont j'ai parlé dans la vidéo. Et l'actu qui revient le plus dans les commentaires, que vous avez le plus liké, je refais une vidéo en fin de semaine, juste avant la journée de Serie A ou pendant le week-end, mais en tout cas avant le débrief, où je réponds du coup à la question qui a été le plus posée. Et j'essaye de créer ce format-là un petit peu toutes les semaines pour qu'entre les débriefs, qui ça pour le coup sont vraiment des formats qui bougeront pas, que vous aurez tous les lundis matin, j'essaye de trouver autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous paraît être un format intéressant? S'il y a d'autres choses sur lesquelles aussi vous aimeriez que je parle ou j'aille chercher des infos pour raconter une histoire dans cette série-là, c'est avec grand plaisir parce que je les lis tous. C'est vrai que là sur YouTube, j'ai aussi toujours eu des superbes idées, sur TikTok, Instagram aussi. Donc s'il y a des formats, des choses où vous aurez envie de me voir, c'est avec grand plaisir que je les lis. À part peut-être la carrière FM, comme tu m'as dit, Timo, parce que là, comme je t'ai dit, comme tu as dit, c'est dur de s'y prendre. Et franchement, ouais, c'est vraiment un truc où je suis pas encore prêt pour lancer un stream sur FM, je pense. Et puis sur cette 1 heure et 3 minutes, je pense qu'on va pouvoir conclure tranquillement ce live. Je vais vous remercier. On était quasiment une petite dizaine tout le long à discuter. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. On va se retrouver très très vite. Bah, déjà ce week-end pour le week-end prochain pour une future vidéo série A. Et puis là, dans quelques jours pour la prochaine vidéo YouTube. Euh, euh,
Ouais, pourquoi pas. Après, j'aime beaucoup l'aspect des stades italiens. Ouais, c'est vrai que je pourrais aussi expliquer un peu l'envergure des stades, leur histoire. C'est vrai qu'avec l'Euro 2032, il y a plein de choses à raconter. Ouais, carrément. Ben, je prends note, Nizar. Si jamais il y a des belles histoires que je trouve ou sur lesquelles j'ai envie de me pencher sur les stades, ça fait carrément partie des choses que je garderai en tête. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous vos échanges. Prenez soin de vous. On va se donner rendez-vous très vite. Merci d'avoir été là pendant quasiment plus d'une heure. Et puis, ben, n'oubliez pas, comme j'ai l'habitude de le dire, suivre la série A, c'est bien, mais le faire avec Calcio Théo, c'est mieux. Merci à tous et prenez soin de vous. Ciao.